Dans la nuit du 5 août 1962, Marilyn Monroe meurt brutalement d'une overdose. L'Amérique est sous le choc. Très vite, les médias s'emparent de l'événement et transforment ce drame en phénomène national. Mais personne ne s'attendait à ce que Andy Warhol, l'homme qui a rendu populaire de simples boîtes de soupe, allait, à travers cette tragédie, bouleverser notre rapport à l'image, à la mort et au culte de la célébrité. Mais pour comprendre pourquoi, il faut revenir au début. Car derrière l'artiste provocateur et visionnaire se cache une histoire terriblement marquée par son enfance, ses origines et la maladie. Andrew Warhol Jr. naît le 6 août 1928 à Pittsburgh, la deuxième plus grande ville de Pennsylvanie, juste derrière Philadelphie. Son enfance est façonnée par deux éléments majeurs. D'abord, par ses origines. Fils de parents rutènes ayant immigré aux États-Unis en 1914, il grandit dans une famille modeste profondément ancrée dans ses traditions. Les Warhola vivent d'abord au 55 Billings Street, puis s'installent au 3252 Dawson Street, dans un quartier isolé et pollué d'Oakland, où ils subissent de plein fouet la Grande Dépression. Son père, mineur de charbon, peine à subvenir aux besoins de la famille, dans un contexte économique qui frappe durement les classes populaires. Parallèlement, Andrew grandit dans une famille qui voue un véritable culte aux icônes byzantines de l'église grecque catholique ruthène. Bien plus tard, cette esthétique réapparaîtra dans ses œuvres, transformée, modernisée et industrialisée. À l'âge de 9 ans, Andrew est atteint de la chorée de Sydenham, aussi appelée la danse de Saint-Guy, une maladie neurologique qui provoque des mouvements incontrôlés. Cloué chez lui, isolé, ses journées se remplissent autrement. La radio tourne en boucle et ses crayons prennent le relais. Mais surtout, il collectionne des photos de stars de cinéma. Et sans le savoir, il pose déjà les bases de ce qui deviendra un pilier de son travail. La répétition de l'image et l'obsession de la célébrité. Entre 1945 et 1949, il étudie au Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh où il obtient un Bachelor of Fine Arts. Il y développe ses compétences en graphisme et en illustration et il commence à explorer le lien entre art et publicité. En 1949, il s'installe à New York. La même année, il décroche un poste de dessinateur publicitaire pour le magazine Glamour. Et à partir de ce jour, il passe de Andrew Warhol à Andy Warhol. Ça lui permet de mettre une distance avec son passé et d'affirmer son identité artistique. Il travaille ensuite pour Vogue et se fait rapidement un nom dans le milieu de la publicité. Mais Warhol ne veut plus simplement illustrer le monde, il veut le reproduire. Andy entame alors une transformation qui prendra des années, afin de passer d'illustrateur publicitaire à artiste innovant. Influencé par les publicités, les comics et la culture populaire, il commence à explorer des formes d'art non conventionnelles. Il réalise d'abord des œuvres inspirées de comics, comme Before and After, Little King, Saturday's Popeye et Superman. Mais il abandonne rapidement cette direction car déjà occupé par Roy Lichtenstein. Alors il change d'approche, il se tourne vers des produits du quotidien, des objets banals, standardisés et produits en masse. Et c'est là qu'apparaît l'une de ses œuvres les plus célèbres, les 32 boîtes de soupe Campbell. 32 toiles, 32 images presque identiques, reproduites grâce à la sérigraphie. Pour la première fois, une image n'est plus unique, elle devient un produit. En 1962, à la Ferus Gallery, il présente ses œuvres lors de sa première exposition personnelle majeure. Cette exposition est aujourd'hui considérée comme un tournant historique. Mais à l'époque, l'impact est quasi nul. Le public est perdu. Certaines galeries se moquent ouvertement, allant jusqu'à vendre de vraies boîtes de soupe juste à côté. Mais la controverse enfle. Il venait de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et ce n'était que le début. Avant de passer à l'étape la plus importante de sa vie, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Et si le format t'intéresse, tu peux retrouver les autres vidéos juste ici. Dans la nuit du 5 août 1962, Marilyn Monroe meurt brutalement d'une overdose. L'Amérique est sous le choc. Très vite, les médias s'emparent de l'événement et transforment ce drame en phénomène national. Quelques semaines après sa disparition, Warhol se met déjà au travail. Tout part d'une seule image, une photographie promotionnelle en noir et blanc tirée du film Niagara, paru en 1953. Warhol s'en empare et la transforme en matrice. Grâce à la sérigraphie, il reproduit son visage encore et encore. Couleurs criardes, aplats métalliques, contours décalés, bavures, défauts d'impression, rien n'est corrigé, tout est répété. L'œuvre finale se compose de 50 portraits, 25 en couleur, 25 en noir et blanc, progressivement en train de s'effacer, comme en train de disparaître. Plus son image se multiplie, plus elle s'efface. Ce n'est plus un simple portrait, c'est une autopsie de la célébrité. Warhol ne cherche pas à immortaliser Marilyn, il montre, au contraire, comment la célébrité la consume. Son visage devient un produit, reproduit, diffusé, usé, jusqu'à ne plus être qu'une seule image vide. À travers elle, Warhol capture un phénomène nouveau, la transformation d'un être humain en icône médiatique. Une icône que l'on consomme, jusqu'à sa disparition. Marilyn n'est plus seulement une actrice, elle devient un symbole, le symbole d'une époque où la mort et la célébrité se confondent.
En janvier 1964, Warhol ouvre la Factory dans un loft de la 47e rue. Il s'agit d'un atelier artistique où le travail et plaisir ne font qu'un. Ici, tout fonctionne comme une chaîne de production. Les images se créent, se répètent et se multiplient. Warhol y tourne des films étranges, presque vides, comme Sleep, où John Giorno dort pendant plus de 5 heures. Rien ne se passe, et pourtant tout est répété, comme dans ses tableaux. Mais à la Factory, Warhol ne reproduit plus seulement des images. Il reproduit des attitudes, des personnalités, des célébrités. L'affiche n'est plus sur le mur, elle est vivante. Warhol et ses associés explorent les thèmes de transgression, de glamour, de célébrité, tout en défiant les normes artistiques déjà établies. La Factory devient un endroit où émergent les nouvelles idées. Un lieu où les frontières entre art, performance et culture populaire sont fines. Le 3 juin 1968, il échappe de peu à la mort quand Valérie Solanas tire à 3 reprises sur lui dans le bureau de la Factory. Les coups tirés lui transpercent le poumon, la rate, l'estomac, le foie et l'œsophage. Déclaré mort cliniquement pendant un certain temps, Warhol s'en tire de justesse. Mais il ne récupérera jamais vraiment et devra porter un corset jusqu'à la fin de ses jours. Cette tentative d'assassinat a une forte répercussion sur la vie de Warhol. Après l'attaque, la Factory ralentit, l'énergie disparaît, et Warhol, lui, ne sera plus jamais tout à fait le même. Warhol ne montrait pas seulement son époque, il avait déjà compris la nôtre, un monde où tout devient image, et où chaque image peut être reproduite à l'infini.